Bonjour à tous, mon nom est Chantal Bernier. Je dirige la pratique de droit à la vie privée et cybersécurité chez Dentons Canada et je suis avec ma collègue Alexandra Quigley qui fait également partie de la pratique de droit à la vie privée et cybersécurité chez Dentons Canada et qui en plus est une avocate de litige. Elle est donc particulièrement bien placée pour vous parler aujourd'hui de vos recours en vertu des nouvelles lois modernisant la loi sur la protection des renseignements personnels au Québec. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai quelques informations générales à partager avec vous. D'abord, ce webinaire est enregistré et vous recevrez le lien par la suite. Ensuite, je veux également vous encourager à inscrire vos questions dans la boîte de questions. Et si nous n'avons pas le temps d'y répondre aujourd'hui, nous y répondrons par la suite. Donc, ne vous en faites pas, ce n'est pas perdu. Ensuite, je veux également vous mentionner que ce webinaire est repris en anglais à 13h15, si certains d'entre vous ont le goût de l'entendre dans les deux langues. Et finalement, je vais également vous informer du fait que vous pouvez avoir 60 minutes de crédit formation professionnelle pour le barreau du Québec, de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique. Ceci étant dit, on passe donc à notre agenda aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons vous décrire nos objectifs. Nous allons répondre aux questions que vous nous avez envoyées à l'avance. Et puis, nous allons ensuite vraiment entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment protéger votre entreprise. Et nous avons scindé ce sujet entre la prévention et les recours pour ensuite résumer avec vous ce que nous observons être les leçons clés de cette expérience que nous vivons en ce moment de l'évolution et de la mise en pratique de l'évolution des lois sur la protection des renseignements personnels. Donc, si on passe à nos objectifs, alors la prochaine diapositive les énonce. Nous espérons vraiment vous appuyer dans la gestion de la conformité. Ce que nous avons fait, donc, c'est une lecture de la nouvelle loi, pas seulement pour vous la décrire, nous l'avons déjà fait dans notre webinaire à l'automne dernier, mais vraiment de se tourner sur toutes les dispositions qui comportent d'une façon ou une autre une mesure par laquelle vous pouvez vous protéger, par laquelle vous pouvez protéger votre entreprise. Nous avons donc mis l'accent sur les nouvelles obligations, ensuite sur ce en quoi elles se rapportent à la protection de l'entreprise. Comme je disais tout à l'heure, nous allons d'abord regarder les mesures qui vont vous aider à prévenir des manquements à la conformité et ensuite les recours si jamais vous faites l'objet d'une contestation de votre conformité. Mais avant, nous allons répondre aux questions que vous nous avez envoyées à l'avance et pour ça, je cède la parole à ma collègue Alexandra. Merci beaucoup, Chantal. Donc, la première question qui avait été soumise suite à notre dernière présentation avait lien avec la compétence, à savoir si les banques sont sous compétence fédérale ou provinciale en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels et à la nouvelle loi. Donc, la réponse très claire est un non, mais les banques sont sous compétence fédérale et sont donc assujetties à la loi fédérale en matière de protection des renseignements personnels, notamment en lien avec l'article 91.15, voulant que les banques, l'incorporation des banques et l'édition de papier de monnaie constituent une entreprise fédérale. Ceci étant, selon les différentes activités qui peuvent être exercées par les banques en tant que telles, notamment en matière d'assurance, ou si nous avons une pratique des banques qui tombe sous la définition de l'article 1 de la nouvelle loi modifiée sur le secteur privé au Québec, qui s'applique à toute entreprise avec une activité économique organisée. Il pourrait y avoir certaines activités ou un exercice de compétences de la part de la CAI, soit la Commission d'accès à l'information. En effet, la CAI a déjà régulièrement exercé sa compétence sur les banques, même si celles-ci sont des banques fédérales. Donc, ce qui nous mène à une autre question qui avait été soulevée suite à notre dernière présentation. Celle-ci, je vous l'expliquais, est liée aux organismes qui sont chargés
du respect et de la réglementation en matière de protection des renseignements personnels dans d'autres provinces. Donc, au Canada, nous avons plusieurs organismes qui se chargent d'assurer le respect et d'intervenir aux besoins en cas de violation des lois et des règlements applicables en matière de protection des renseignements personnels. Nous avons l'OPC, qui est l'entité de Office of the Privacy Commissioner au niveau fédéral. Nous avons aussi des entités au niveau provincial, par exemple au Québec ou en Colombie-Britannique. Ces entités provinciales sont prévues dans les lois en matière de renseignement personnel provincial qui vont venir déterminer quels sont leurs pouvoirs d'intervention, si ce sont ces entités qui sont responsables d'intervenir en cas de violation, de mener des enquêtes sur des prétendues violations et d'appliquer des sanctions le cas échéant. Ces différentes entités d'autres provinces sont assujetties aux règlements et aux lois provinciales. Selon le contexte dans lequel ils s'appliquent. Par contre, une entreprise, il est important de le comprendre, selon ses activités, pourrait être assujettie non seulement à différentes lois en matière de protection des renseignements personnels, tant au niveau fédéral que provincial, et donc elle pourrait être assujettie au contrôle et à l'intervention de plusieurs de ces organismes chargés d'assurer le respect des lois applicables en matière de renseignements personnels. On le voit également, il y a de plus en plus d'enquêtes conjointes entre différents organismes provinciaux et même l'organisme fédéral. On l'a vu dans le cas de l'organisme Prairie, qui a fait l'objet d'une enquête conjointe du commissaire fédéral ainsi que ceux de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Québec qui ont rendu des opinions respectives ainsi qu'un rapport conjoint. Donc, votre entreprise devait être prête à être assujettie à ces différents organismes selon l'étendue de ses activités au plan interprovincial et fédéral. Nous mène à notre prochaine question qu'elle avait lieu avec les différentes amendes et pénalités. Il y a plusieurs nombreuses amendes et sanctions administratives ou pénales qui sont prévues sous les nouvelles lois au Québec. On nous demandait s'il y avait des amendes et des pénalités particulières lorsque les violations à la loi résultent d'acteurs malveillants ou bien d'un virus. La réponse est non. Le législateur n'a pas créé de sous-catégorie particulière lorsque des amendes, des violations, découlent d'infractions qui ont été causées par des acteurs malveillants ou bien par un virus. Il y a un régime plus général d'amendes et de sanctions qui peuvent être imposées pour une variété de violations, notamment s'il y a une collecte, une utilisation, une communication de renseignements personnels contraires à la loi, si le processus de conservation des renseignements personnels de l'entreprise ne satisfait pas aux obligations ou aux exigences de la loi, s'il y a un défaut d'aviser, par exemple, la CAI en cas d'incident de confidentialité, toutes ces violations et tous ces comportements problématiques peuvent résulter en différentes interventions de la CAI et ainsi que des amendes et des pénalités. Il y aura donc aussi un besoin, on va être touché par la suite, pour déterminer si les mesures qui sont prises en place par votre entreprise dès le début pourraient non seulement vous protéger de certaines interventions d'acteurs malveillants ou de virus et vous permettre d'assurer votre conformité en cas d'intervention d'un tiers malveillant. Nous avons donc une prochaine question qui avait lieu avec les obligations particulières aux fournisseurs de services. On nous demandait si la nouvelle loi avait des dispositions particulières qui viennent réglementer leurs pratiques. La réponse est non. Il n'y a pas de disposition qui vise expressément ou particulièrement les fournisseurs de services. Par contre, la nouvelle loi s'applique, notamment, il y a des obligations très précises applicables lorsque des renseignements personnels sont transmis à des tiers, ce qui inclut, bien entendu, un fournisseur de services. Dans de telles situations, le fournisseur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer notamment une protection équivalente des renseignements personnels à celle qui est déposée par le client, donc par celui qui fait la collecte et qui détient initialement les renseignements personnels. Le fournisseur ou le tiers doit également s'assurer que l'utilisation des renseignements personnels qu'il fait les fait exclusivement à des fins compatibles avec la collecte initiale des renseignements personnels.
Et enfin, le fournisseur de services ou tout autre tiers qui gère ou qui traite des renseignements personnels doit respecter des obligations contractuelles s'il y a concernant la protection des renseignements personnels dans son contrat de service. Donc, ce sont des clauses qu'on veut souvent revoir pour assurer justement l'équivalence et une continuité dans le niveau de protection qui est accordé aux renseignements personnels dès leur collection initiale et dans le cas de transfert à des tiers, dont les fournisseurs de services, par exemple. Nous passons ensuite à la prochaine question, qui elle avait trait à des organismes non lucratifs, à savoir si elles sont assujetties à la nouvelle loi, la loi 25. Donc, encore une fois, on a une situation où c'est un cas par cas. L'organisme non lucratif sera assujetti à la nouvelle loi si l'organisme se livre à une activité commerciale ou si elle exerce une entreprise au sens de l'article 1525, alinéa 3 du Code civil du Québec. Le cas échéant, elle devra donc se conformer aux dispositions précises de la loi québécoise. Sinon, elle est quand même assujettie à de nombreuses obligations en matière de protection des renseignements personnels qui découlent des articles 35 à 40 du Code civil du Québec, qui est le régime plus général applicable en matière de protection des renseignements personnels. Par conséquent, même si elle n'est pas assujettie à la loi 25, l'organisme devra s'assurer que la collecte, l'utilisation et le transfert des renseignements personnels sont assujettis au consentement. Donc, on a obtenu le consentement de la personne concernée avant de procéder. Même chose pour les obligations en matière de collecte et de compatibilité entre l'utilisation et les fins de la collecte initiale. Et l'organisme pourrait être exposé à certaines sanctions et à des recours en cas de violation des droits en matière de protection à la vie privée des personnes concernées. Et enfin, ce qui nous mène à notre question en lien avec les transferts de données à l'extérieur du Québec. On a donc un certain changement d'approche entre le régime actuel et un nouveau régime sous la loi 25. En ce moment, l'entreprise doit au préalable prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que les renseignements personnels ne sont pas utilisés d'une part à des fins non pertinentes ou qu'elles sont communiquées à des tiers sans le consentement. Donc, sous le régime actuel, on a déjà une situation où on doit obtenir le consentement préalable de la personne concernée afin de pouvoir transférer leurs renseignements personnels à l'extérieur du Québec, donc que ce soit dans une autre province du Canada ou dans un autre pays. Sous le nouveau régime de la loi 25, l'entreprise doit procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Et on a des critères précis pour cette évaluation des facteurs relatifs à la vie privée lorsque cette évaluation est complétée pour les fins d'un transfert à l'extérieur du Québec. Ce qui veut dire que l'entreprise doit tenir compte de la sensibilité des renseignements personnels, elle doit tenir compte de la finalité de l'utilisation de ces renseignements une fois qu'ils seront transmis à l'extérieur du Québec. Les mesures de protection aussi qui sont offertes par le tiers à qui les renseignements personnels vont être communiqués, ce qui comprend une évaluation des mesures de protection contractuelle, ce qui s'est prévu, comme on l'a vu à l'instant, par exemple, dans un contrat de service. Et enfin, l'entreprise doit tenir compte du régime juridique applicable dans l'État où les renseignements personnels seront transférés. Encore une fois, qu'il s'agisse d'une autre province ou d'un autre État, afin qu'on puisse s'assurer que les renseignements personnels et la personne concernée vont bénéficier d'une protection équivalente, même une fois les renseignements transférés à l'extérieur de la province. Et enfin, ce qui nous mène à un élément très important, et il y a plusieurs questions qui nous avaient été posées, qui était quel est le bon moment pour qu'une entreprise ou un organisme commence à mettre à jour leur politique de confidentialité et leurs pratiques afin de se conformer à la loi 25, sachant que celle-ci entre en vigueur au mois de septembre de cette année. Et la réponse claire à ceci est dès maintenant. Nous vous encourageons à prendre les mesures nécessaires pour revoir vos politiques, vos pratiques à l'interne afin de vous conformer aux dispositions de la loi 25 et de faire preuve de cette transparence accrue qui est exigée en vertu de la nouvelle loi afin d'assurer une bonne transition vers le nouveau régime applicable au Québec en matière de protection des renseignements personnels. Nous vous invitons également à consulter le guide que nous avons préparé à ce sujet, qui est accessible à partir du lien sur la diapositive. Et sur ce, je vais repasser la parole à ma collègue Chantal pour vous parler de prévention. Merci beaucoup, Alexandra.
Mais avant, je vais demander à notre collègue Lindsay de revenir à la diapo sur le transfert des données personnelles au-delà du Québec. Et la raison pour laquelle je veux revenir là-dessus, c'est parce que, vous voyez sur la diapo, nous avons transcrit exactement le texte de l'article 17, qui est le régime actuel. Et cet article n'est pas vraiment clair et je veux donc le clarifier. Alors, vous voyez, ça dit prendre tous les moyens raisonnables pour s'assurer que les renseignements personnels, les renseignements ne seront pas utilisés à des fins non pertinentes ni communiqués à des tiers sans le consentement des personnes concernées. Ce qui est important de distinguer ici, c'est que ce n'est pas le fait de transférer les renseignements personnels à l'extérieur du Québec qui est assujetti au consentement. C'est que s'il y a transfert, la tierce partie, le tiers qui reçoit ces renseignements ne peut pas à son tour les retransférer sans le consentement des personnes concernées. Alors, moi, je trouve que le libellé de l'article 17 n'est pas très clair, donc c'est pour ça que je voulais insister là-dessus pour ne pas vous laisser l'impression que vous ne pouvez pas transférer des renseignements personnels hors Québec sans consentement. Oui, vous le pouvez. Ce sont les tiers à qui vous les transférez qui, eux, ne peuvent pas les retransférer sans consentement. Alors maintenant, ayant clarifié le législateur québécois, on va passer aux mesures de prévention. Donc, la prochaine diapo contient ce qui est pour moi le mot-clé, diligence raisonnable. Là, je parle vraiment comme une avocate qui a eu la chance de passer plus de 5 ans au commissariat à la protection de la vie privée du Canada comme commissaire et je présidais des enquêtes. Donc, j'ai vu beaucoup ce qu'on peut dire, l'intérieur d'une contestation à la conformité. Maintenant, depuis plus de 7 ans, j'aide des compagnies à se défendre lorsqu'on conteste leur conformité. Et j'en tire cette idée absolument cruciale que je veux partager avec vous, c'est que la diligence raisonnable, c'est votre meilleure défense, en ce sens que vous ne serez pas puni parce que vous avez, par exemple, perdu des données personnelles. Vous allez être trouvé en défaut, vous allez être puni s'il est démontré que vous n'avez pas fait preuve de diligence raisonnable, que vous n'avez pas mis en place toutes les mesures qui étaient nécessaires à protéger les renseignements personnels. Donc, c'est vraiment votre défense fondamentale. Ça a l'air de quoi? Alors, à partir de 2023, vous devrez avoir une structure de gouvernance pour assurer et démontrer la conformité. Je veux vous signaler, par contre, qu'à partir de 2022, vous devrez avoir désigné une personne responsable de la conformité interne. Alors, voyons comment ça doit se dérouler. La nouvelle loi dit que la personne ayant la plus haute autorité est essentiellement la personne qui doit veiller à assurer la conformité. Évidemment, dans la pratique, ce n'est pas réaliste. On permet donc la délégation par écrit. Je crois que lorsqu'on lit ces deux dispositions, c'est-à-dire que c'est la personne qui a la plus haute autorité qui doit veiller au respect de la loi et qu'elle peut déléguer, je crois qu'il faut en déduire que la personne à qui la personne en plus haute autorité va déléguer la fonction doit être en rapport direct ou si indirect, en tout cas, pas plus que 2 niveaux, pour être très directement relié, très étroitement relié à la personne en plus haute autorité. Donc, pour désigner un responsable de la protection des RP dans votre entreprise, assurez-vous qu'elle est très bien reliée à la personne en plus haute autorité. Le titre, les coordonnées du responsable doivent être publiées pour que cette personne soit facile à rejoindre, ou en tout cas son bureau. La structure de gouvernance doit également donner lieu à
une série de politiques et de pratiques qui vont encadrer la façon dont vous allez gérer les données personnelles dans votre entreprise. Ça inclut évidemment tous les modes de protection, ça inclut les périodes de conservation. Vous ne pouvez pas conserver des données de façon indéfinie. Il faut absolument que ça soit justifié par la nécessité d'avoir ces données et elles doivent être détruites selon également un échéancier et des mesures qui doivent être adoptées pour l'entreprise. L'assignation des rôles maintenant. C'est très important que tout le monde sache qui fait quoi. Tout le monde doit être responsabilisé face à la désignation des données personnelles. Sachez que de mon expérience, c'est très important de s'assurer que tout le monde se sente responsable parce que une seule personne peut être le maillon déficient de la chaîne. Maintenant, vous devez avoir aussi un processus d'établissement des plaintes. J'espère que ça ne vous arrivera pas, mais je peux vous dire que vous seriez vraiment unique si ce n'était pas le cas. Ce qu'on remarque, ce n'est pas seulement un accroissement des plaintes des individus, mais également un accroissement d'un phénomène qui sont des plaintes qui proviennent d'activistes, vraiment des activistes de la vie privée qui font des plaintes simplement pour tester l'entreprise. Alors, c'est très important que votre structure de gouvernance comporte tous les processus qui vont assurer la conformité et s'il y a contestation de votre conformité, qu'elle soit à même de y répondre adéquatement. Je mets vous voyez, on a mis là au bas de la diapo, la structure de gouvernance doit être proportionnelle à la nature du risque. Si évidemment vous avez très peu de données personnelles, bon, vous n'avez pas besoin d'une structure aussi élaborée. Mais si vous avez beaucoup de données personnelles ou des données sensibles, elle doit être très élaborée et elle doit être approuvée par le responsable de la protection des renseignements personnels. On passe à la prochaine diapo. Élément clé de la diligence raisonnable, c'est un plan de réponse aux incidents de sécurité. Et ça, c'est à partir de 2022, vous devrez signaler tout incident à la sécurité qui puisse créer un préjudice sérieux. Maintenant, c'est essentiel d'avoir un mécanisme, un plan de réponse premièrement, pour être alerté le plus haut possible. Il faut que vos employés sachent exactement comment reconnaître des événements irréguliers sur vos écrans, sur votre système. Il faut qu'ils sachent exactement qui alerter. Et bon, évidemment, les gens de la TI doivent prendre les mesures raisonnables pour diminuer les risques immédiatement. Ils doivent également voir quelle est la nature des renseignements personnels qui a été compromis. Et à partir de là, envoyer ces renseignements sur la nature des renseignements compromis à la personne désignée pour la protection des renseignements personnels. Cette personne doit être à même de déterminer est-ce qu'il y a préjudice sérieux. Parce que si c'est le cas, des obligations juridiques s'en suivent, c'est-à-dire qu'il faut le signaler à la CAI, il faut aviser les personnes affectées et il faut aviser tout autre organisme qui pourrait avoir reçu les données ou qui pourrait être à même d'une façon ou d'une autre de diminuer le risque. Alors, pour que tout ce processus se réalise, vous avez absolument besoin d'un plan de réponse aux incidents de sécurité. Si on passe à la prochaine diapo, alors le processus de développement des évaluations relatives aux facteurs relatifs à la vie privée, eh bien, ça c'est tout nouveau. C'est une formalisation d'un processus parfois qui existait. Alexandra l'a bien expliqué quant au transfert des renseignements personnels hors Québec. Il y avait une obligation d'assurer la protection équivalente à l'endroit de destination. Mais maintenant, cette obligation, elle est formalisée. Ça doit faire
l'objet d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Il faut donc que vous ayez un processus pour faire ça. Pour déterminer quand vous devrez le faire, par exemple, il va falloir faire une EFVP pour tout projet d'acquisition, de développement ou de refonte d'un système d'information ou de prestation électronique de services qui comporte un traitement de données personnelles. Bien, qui va prendre cette décision que c'est effectivement un projet qui a besoin d'une EVP et qui va la faire? Il faut que vous ayez un processus pour vraiment savoir comment vous allez déclencher un EVP, qui va la faire et également le processus d'approbation pour du FVP par la personne responsable de la protection des renseignements personnels. Et également, encore une fois, ce processus doit être proportionnel à la sensibilité, à la nature sensible des données en cause. Alexandra l'a dit tout à l'heure, ça s'applique pour tout ce qui est hors Québec. Je peux vous dire que la meilleure pratique que je vois en ce moment parmi mes clients, ce sont des entreprises qui font une EFVP pour tous leurs transferts hors Québec. Autrement dit, ils voient habituellement à travers leur chaîne de fournisseurs de services, où est-ce que leurs fournisseurs de services hébergent les données à travers le monde. Et bon, un de mes clients, c'était 25 pays. Eh bien, on a fait, pour les 25 pays, on a évalué le risque et on a fait une distinction entre les pays les plus à risque, moins à risque et ceux où il n'y avait pas vraiment un risque à considérer. Et là, l'entreprise fait des choix, c'est-à-dire que soit elle cesse d'utiliser certains fournisseurs de services parce qu'elle ne veut pas assumer le risque de la destination d'hébergement des données, ou alors ils accompagnent ces accords, ces ententes de services avec des clauses contractuelles accrues pour la protection des données personnelles. Alors ça, une évaluation, ça peut être pour toute votre entreprise de vos transferts de RP. Ça, c'est essentiel, c'est nouveau et ça fait partie de la diligence raisonnable. Si on passe à la prochaine diapo, eh bien, il va falloir rehausser les modalités de consentement parce que maintenant, on a introduit des modalités applicables spécifiquement pour les mineurs, moins de 14 ans ou 14 ans à 18 ans. Pour les moins de 14 ans, il va falloir absolument insérer un mécanisme de consentement via autorité parentale. Ça peut ne pas s'appliquer à vous, mais si vous avez des sites, des activités qui peuvent faire l'objet d'activités par des mineurs de moins de 14 ans, il faut absolument que vous actualisiez les modes de consentement pour vous conformer à la loi. Il y a également le fait que maintenant, le consentement doit être spécifique à chaque fin. Donc, il va falloir que vous regardiez vos mécanismes de consentement pour vous assurer que toutes les utilisations que vous faites des données sont bien reflétées dans le processus de consentement de façon distincte. Il faut également mettre en évidence le droit de retirer le consentement et il faut évidemment insérer une fonction qui soit assez facile d'utilisation pour retirer le consentement. On passe à la troisième mesure de protection, c'est rehausser la transparence. Donc, c'est une tendance à travers toute la modernisation des lois sur la protection des renseignements personnels, c'est le rehaussement de la transparence pour vraiment responsabiliser, pour accroître le contrôle de l'individu sur l'utilisation de ces renseignements personnels. Alors, regardez l'article 7 de la loi et assurez-vous que vos politiques de confidentialité comportent toute l'information que l'article 7 exige. Par exemple, maintenant, il va falloir que vous décriviez l'utilisation de certaines technologies, les technologies qui permettent d'identifier ou de localiser l'individu. Il va falloir que vous en donniez au moins les grands paramètres. Il va falloir également mettre en évidence les moyens offerts pour désactiver ces fonctions, pour que l'individu soit en contrôle encore. Ensuite, également tout nouveau, c'est que comme le règlement général européen, ça c'est vraiment emprunté du règlement général de protection des données européen, c'est que vous devrez déclarer l'utilisation
de processus automatisés lorsqu'une prise de décision est exclusivement fondée sur un processus automatisé. Alors, on prend pour exemple une demande de carte de crédit qui pourrait faire l'objet d'abord d'algorithmes et donc refuser ou accepter. Vous devez déclarer l'existence de ce processus décisionnel automatisé. Alors, à la prochaine diapo, il va falloir également maintenant créer des mécanismes de réponse aux nouveaux droits individuels qui sont créés et des lignes directrices pour que votre personnel puisse bien les appliquer. Alors, je donne comme exemple, je viens juste de mentionner que vous devrez déclarer l'existence de décisions automatisées, mais c'est plus que ça. Maintenant, les individus ont droit à demander l'accès aux renseignements personnels qui ont été utilisés pour prendre la décision. Alors, je reprends l'exemple de la carte de crédit. L'individu aura le droit de vous demander pourquoi ça lui a été refusé. Et la personne a également le droit de demander une rectification des renseignements personnels utilisés, si effectivement il y a une erreur. Et la personne a le droit de faire des observations à un membre de votre entreprise qui est en mesure de réviser la décision. Ben, pour tout ça, il faut un mécanisme. Il y a également le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli qui est en fait un droit à la désindexation, qui est le droit à la cessation de la diffusion. Mais ce n'est pas si simple. Il est sujet à une série de conditions. Vous devrez donc avoir un mécanisme pour recevoir ces demandes et pour les analyser, pour dire oui ou non selon les facteurs décrits par la loi. Ensuite, il y a maintenant, et ça sera en vigueur seulement à partir de 2024, le droit à la portabilité, donc le droit à la communication des données personnelles à un autre organisme. Ça, c'est le droit des individus d'avoir transféré à une autre organisation, une autre entreprise de leur choix, les renseignements qu'ils vous ont fournis. Et je veux insister sur cette distinction. Ça ne comporte pas les renseignements que vous pouvez avoir créés ou inférés des renseignements personnels de l'utilisateur, par exemple un profil. Mais ça s'applique à tout ce que l'utilisateur vous a donné comme renseignement personnel. Donc là encore, il faut des lignes directrices pour que votre personnel soit capable d'analyser toutes ces demandes selon les conditions qui sont établies par la loi. On passe maintenant à la prochaine diapo et c'est les recours. Donc, si malgré tout, vous avez fait tout ce que vous deviez faire et vous aviez vraiment exercé la diligence raisonnable, il se peut quand même que vous fassiez l'objet d'une contestation. Et je me tourne vers Alexandra, justement, pour vous décrire quels sont vos recours selon la nouvelle loi. Alexandra? Merci beaucoup, Chantal. Donc, si nous passons à la prochaine diapo, vous pouvez le voir qu'un des premiers recours, c'est de faire une demande d'autorisation à la CAI, la Commission d'accès à l'information, afin de leur demander de ne pas tenir compte de demandes qui sont manifestement abusives. Un point intéressant tout d'abord, c'est que cette demande peut être formulée en vertu de l'article 46 de la loi sur le secteur privé et cet article est déjà en vigueur. Donc, ce recours est disponible sous la loi actuelle et le sera même après l'entrée en vigueur de la loi 22. Donc, c'est une option très intéressante pour une entreprise qui fait face à une demande abusive. Ces demandes peuvent l'être parce que par leur nom. Donc, on peut avoir une organisation ou un individu qui fait de nombreuses plaintes à la CAI. Encore une fois, on retrouve le caractère répétitif ou même systématique de la demande abusive et parfois, la demande est abusive puisqu'elle n'est pas du tout conforme à l'objet de la loi applicable. Ce sont tous des arguments qui peuvent être soulevés si, non seulement lorsque vous avez assuré le respect de la loi et vous avez pris les mesures nécessaires pour ce faire, et lorsque vous faites face, malheureusement, à des demandes répétées et même abusives. Il y a aussi des options. On peut aller chercher le rejet de la demande ou on peut aussi demander à la CAI de circonscrire le débat ou de prolonger le délai de réponse. Donc ici,
on peut moduler la demande ou tenter de le faire auprès de la CAI afin non seulement, par exemple, de donner le temps nécessaire à votre organisation de répondre à la plainte ou de présenter vos arguments à la CAI, mais aussi en venant circonscrire un débat, par exemple, on peut aussi enlever un certain poids ou diminuer les ressources que votre entreprise, par exemple, devrait allouer à une certaine demande, surtout si on se retrouve dans un contexte où le même organisme ou un même individu présente de nombreuses demandes ou plaintes à la CAI à propos de votre entreprise, ça peut devenir un fardeau assez pénible pour vous, qui peut être géré en lien notamment par voie d'une demande d'autorisation à la CAI. Vous pouvez aussi faire valoir à la CAI que cette demande est frivole ou manifestement de mauvaise foi, afin que celle-ci refuse carrément de traiter la demande, ce qui, encore une fois, peut venir limiter le temps et les ressources devant être allouées à cette plainte. Le prochain recours que vous avez, cette fois-ci en vertu de l'article 53, toujours de la loi actuelle et de la nouvelle loi. Donc, c'est un outil dont vous pouvez déjà, que vous pouvez déjà utiliser. C'est une demande pour prouver qu'un renseignement personnel n'a pas à être rectifié, à moins qu'il ne l'ait déjà été communiqué par la personne concernée ou avec l'accord de celle-ci. Donc, un droit important qui est le droit à la rectification des renseignements personnels, c'est plus souvent donné suite à certaines demandes, pas d'un individu ou de la personne concernée. Et vous avez quand même ce recours pour venir contester la demande de rectification au besoin, afin, encore une fois, de limiter l'impact et plusieurs échanges, tant avec la CAI qu'avec l'individu, lorsque la demande de rectification est mal fondée ou n'a pas lieu d'être. Ensuite, il y a toujours l'appel et la contestation. Encore une fois, ceci est prévu à l'article 61 de la loi actuelle. Il sera toujours en place, même avec une modification et avec la nouvelle loi. Donc, même une décision finale rendue par la Commission d'accès à l'information peut faire l'objet d'un appel de votre entreprise devant un juge de la Cour du Québec. C'est une question de droit ou de compétence. On peut aussi même porter une décision interlocutoire en appel, cette fois avec la permission d'un juge. Ce qui veut dire que si jamais le commissaire qui a été attitré pour rendre le débat entre votre entreprise et la personne concernée, s'il y a une erreur, celle-ci peut toujours être portée en appel devant les tribunaux. On peut aussi avoir une contestation d'une décision. Encore une fois, la contestation se fait devant un juge de la Cour du Québec, d'une ordonnance prise par la section de surveillance de la CAI. Ce qui veut dire que vous avez toujours un droit d'appel et un droit de contester les décisions qui seraient rendues si son avis n'est pas été respecté ou si la décision a malheureusement été rendue en contravention des dispositions de la loi applicable au Québec. Nous avons aussi, cette fois-ci, un nouveau recours qui est disponible aux entreprises et aux organismes en vertu de l'article 90.4 de la loi 25. Qui permet à l'entreprise, en fait, qui exige qu'avant que la Commission d'accès à l'information puisse imposer une sanction administrative pécuniaire, elle doit tout d'abord notifier l'entreprise, mais également donner l'occasion à celle-ci de présenter des observations et de produire tout document pour compléter son dossier. Donc, ceci est très utile en termes de recours qui vous est disponible en cas de plainte ou d'enquête de la part de la CAI et qui revient aussi à l'importance de la préparation et des mesures préventives que je vais vous évoquer, justement afin d'avoir un bon système en place au sein de votre entreprise pour garder les informations et la documentation le cas échéant pertinentes en lien avec la collecte des informations, leur transfert, vos politiques internes qui sont relatives à la gestion et à la protection des renseignements personnels, et toute autre information qui pourrait être pertinente en ayant un système qui vous permet d'accéder à ces informations le plus facilement possible. Vous allez être en mesure de bénéficier de ce recours, soit celui de présenter des observations ou même des arguments à la CAI au besoin. Si tout est déjà en place, vous allez avoir, ce sera bien plus facile pour vous de justifier justement et de démontrer à la CAI que vous avez pris toutes les mesures nécessaires pour éviter un préjudice ou quelconque violation à la loi. Et vous serez également en mesure de démontrer votre conformité à la commission.
Nous passons maintenant à un autre recours qui est disponible en vertu de la loi 25, qui est la demande de réexamen. Ce qui veut dire, encore une fois, si la CAI rend une décision en vertu de laquelle elle décide d'imposer une sanction administrative pécuniaire à votre entreprise, vous pouvez, dans les 30 jours de la notification de l'avis, ce qui veut dire non pas la décision elle-même, mais de l'avis de notification de réclamation, vous pouvez demander à la CAI de réexaminer sa décision. Ce qui veut dire, encore une fois, vous donne une chance de soumettre des observations, des arguments, de la documentation si nécessaire pour faire valoir votre position et démontrer votre conformité à la commission. Et puis, nous passons au prochain recours avec une autre opportunité qui sont les arguments de défense qui peuvent être soumis à la commission et dont celle-ci doit tenir compte lorsqu'elle vient déterminer la peine qui sera imposée à une entreprise. Donc, la première est une question de gravité, la nature de l'infraction. Ici, donc, vous pourrez évoquer le caractère unique de l'infraction et aussi les efforts que vous avez déployés pour y remédier dans les meilleurs délais et même, par exemple, pour le prévenir. Encore une fois, on revient à l'importance des mesures préventives et des politiques et de l'approche générale de votre entreprise face à la protection des renseignements personnels et avec incidents de sécurité, par exemple. Si vous démontrez que vous avez toute une structure en place qui a été déployée au besoin pour gérer quelconque problématique relative à la protection des renseignements personnels, ceci pourra être tenu en compte par la commission et pourrait possiblement venir réduire la peine qui serait imposée par la commission d'accès à l'information en cas de violation de la loi. Il y a aussi un autre facteur dont on va tenir compte de la CAI est le fait que l'entreprise fasse preuve de négligence ou même d'insouciance. Donc, si vous présentez une preuve de documentation démontrant votre diligence raisonnable dans les situations, on pourrait d'une part venir amoindrir la peine qui pourrait être imposée par la CAI en cas de violation, et une preuve à l'encontre d'une accusation de négligence et d'insouciance pourrait également être pertinente en cas d'un potentiel recours en dommage d'une personne concernée. Parce qu'en vertu de la loi, il y a moyen d'aller réclamer des dommages punitifs directement en vertu de la loi 25 en cas d'atteinte intentionnelle ou résultant d'une faute grossière ou d'une négligence. Donc, toute cette documentation et cette preuve qui est préparée en amont pourrait vous être utile en cas de plainte ou de recours. Le prochain facteur pertinent serait le caractère prévisible de l'infraction et donc un défaut d'avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir. Ici, encore une fois, si vous présentez votre plan de sécurité pour faire valoir qu'il est adéquat selon l'évaluation du risque, et le cas échéant, si jamais vous recevez des avis, vous avez des informations pertinentes à l'effet que le risque pourra augmenter. Toute preuve de réponse ou de politique qui a été modifiée ou adaptée en conséquence pourrait également être soumise à CAI afin de venir moduler la sanction et la peine qui pourrait être imposée. Enfin, un autre facteur serait quelconque tentative de dissimuler l'infraction et le défaut de tenter d'en atténuer son conséquence. Vous devez donc être en mesure de démontrer que vous avez été transparente dès le début de l'incident, dès que vous en avez eu connaissance. Et non seulement que vous n'avez pas tenté de dissimuler cette infraction, mais également que vous avez été transparente tant avec la personne concernée ou les autres organismes impliqués qu'avec la commission d'accès à l'information. Encore une fois, en vertu de la loi 25, les obligations de transparence sont essentielles sur la loi 25 et doivent aussi être mises en place et être au cœur des politiques et des pratiques de votre entreprise en matière de protection des renseignements personnels. Et enfin, nous avons un nombre de personnes concernées par l'infraction et le risque du préjudice auquel ces personnes sont exposées. Donc, nous avons une importance d'avoir des politiques et des pratiques solides qui sont déjà mises en place par votre entreprise, la preuve que vous avez réagi le plus rapidement possible, ce qui nécessite également un bon système en place afin de vous permettre d'identifier des infractions ou des possibles violations de la loi et d'y répondre de façon le plus rapidement possible et de limiter le nombre de personnes qui seraient visées ou qui seraient concernées par une infraction de loi. Je vais donc renvoyer la balle à Chantal pour vous résumer les leçons clés en matière de conformité. Merci, Alexandra.
Alors, je voudrais résumer, si je peux dire, les leçons clés, non seulement qui ressortent de ce que nous avons présenté, mais qui ressortent de notre pratique. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu dans mes plus de 5 ans à diriger des enquêtes, je l'ai vu à plus de 7 ans à aider des organisations. Vraiment, la seule véritable défense, c'est la diligence raisonnable. La protection des renseignements personnels, c'est une obligation de moyens, pas une obligation de résultat, dans le sens que même une organisation extrêmement bien protégée, on pense au Pentagone, peut faire l'objet d'une cyberattaque et malheureusement d'une cyberattaque qui peut réussir. Le test, c'est vraiment ce que vous aurez fait pour prévoir, prévenir et bien répondre au cas où ça se produisait. Un expert en cybersécurité disait une fois, il y a 2 types d'organisations, celles qui subissent des cyberattaques et qui en subissent des dommages importants, et celles qui subissent des cyberattaques, mais qui n'en subissent pas des dommages importants. Autrement dit, toutes les entreprises subissent des cyberattaques, se distinguent les plus performantes des autres, ce sont véritablement les mesures de protection, la diligence raisonnable dans la protection de la vie privée et de la protection des données. L'autre chose qui est importante, qui ressort de la pratique, c'est la structure de gouvernance et la qualité des politiques qui sont adoptées pour vraiment guider l'entreprise. Alors oui, bien sûr, il faut une personne qui soit désignée comme étant responsable. Cette personne doit être la bonne personne, c'est-à-dire quelqu'un qui est à même de comprendre le sujet. Ce n'est pas obligé d'être un expert, ce n'est pas obligé d'être un avocat en droit à la vie privée, pourvu que cette personne est bien branchée avec un expert à l'extérieur en droit à la vie privée, mais il faut que ce soit une personne qui est véritablement en mesure d'assurer la conformité. Il faut que ce soit une personne rassembleuse parce que c'est toute l'organisation qui doit s'y mettre et il faut des politiques et des pratiques claires pour que toute l'organisation sache comment préserver les données personnelles. La troisième leçon qu'on tire de notre pratique, rien ne sert de courir, il faut partir à point, c'est vraiment ressorti d'un audit qu'on a fait. Une grande organisation canadienne, mondiale, nous a demandé de réviser leur processus, comment ils s'y sont pris pour se conformer au règlement général de protection des données européen. Et j'ai eu le privilège d'être chargée de ce mandat. Et ce qui m'a frappée, c'est que cette organisation si sophistiquée, c'était quand même pris trop tard. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas réussi à tout faire en temps. Oui, finalement, le RGPD est entré en vigueur et ils avaient tout ce qu'il fallait, mais avec beaucoup de frictions à l'intérieur de l'organisation, des frictions qui n'auraient pas été créées si plus de temps avait été aménagé pour ça. Ceci étant dit, ils avaient fait quelque chose aussi de très bien, et c'est le point 4, c'est qu'en faisant, la personne qui était responsable justement de la protection des données avait fait une analyse des écarts entre les mesures existantes et ce qui était exigé par le règlement européen et avait fait une priorité très claire de ce que l'entreprise devait régler le plus tôt possible ou plus tard. Donc ça a beaucoup facilité les choses. Les risques ne sont pas les mêmes pour toutes les organisations selon toutes les mêmes dispositions. Et finalement, je veux signaler le fait que c'est important d'avoir la diligence raisonnable, c'est également important de pouvoir
la démontrer. Alors, la documentation de votre diligence raisonnable, c'est-à-dire que vos politiques puissent être partagées avec l'extérieur, que vous ayez un plan de sécurité qui puisse être partagé, en plus de votre plan de sécurité qui contient les informations qui doivent rester secrètes pour être justement efficaces. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pensez non pas seulement à assurer la diligence raisonnable, pensez également à être en mesure de la démontrer. Et ce sera, selon notre expérience, votre meilleure protection.